J'ai choisi d'abriter mon texte par une citation d'Henri Michaud que je partage avec vous. « Faute de soleil, sache mûrir dans la glace ». En qualité donc de psychologue clinicienne et de psychanalyste, je reçois des enfants et des adolescents victimes d'inceste. Ces derniers sont commis par des pères, des beaux-pères, des oncles, des frères, des demi-frères, des cousins. Inceste commis pendant de nombreuses années, ils entrent dans la classification faite par Léonore Terre en 1991 de trauma de type 2 ou par Judith Herman de trauma complexe. Complexe ou trauma type 2 parce qu'ils ont commencé tôt dans la vie des patients et ont duré plusieurs années, en instaurant un climat d'insécurité et de risque permanent. La loi stipule que, pourtant, dans le cadre de la famille, il ne peut pas y avoir de consentement sexuel de la part des enfants avant 18 ans. Et pourtant, 160 000 enfants par an sont victimes de violences sexuelles, 3 à 5 enfants par classe. L'inceste est le scandale le mieux gardé des civilisations. Il s'appuie sur le silence, un silence qui ne semble pas gêner grand monde. Alice Miller a cette formule que j'aime beaucoup, qui est celle de somnolence millénaire quand elle parle de l'inceste. 2 questions guident ce texte. Comment les agresseurs légitiment leurs agressions en projetant sur l'enfant son consentement? Autrement dit, comment détournent-ils leur silence? Comment le transforment-ils pour l'exploiter? Et deuxièmement, quels sont les effets du non-consentement dans le psychisme d'un enfant, c'est-à-dire qu'est-ce qui est arraché dans le silence? Ce que nous pouvons résumer dans une 3e question, quels sont les effets pervers du silence imposés aux enfants? Nos questions se trouvent reliées par une expression que nous connaissons, qui est exploitée et corrompue par les agresseurs. Cette expression, vous la connaissez, c'est « qui ne dit mot consent ». Cette expression nous mène vers l'épaisse et opaque région du silence. Le silence est, pour un sujet, le résultat de l'action de se taire. Mais dans ces circonstances criminelles, ne faut-il pas chercher à le qualifier davantage? Qualifier davantage ce que ce silence suggère de destruction pour ces enfants qui n'ont psychiquement nulle part où aller. Il faut comprendre ce silence parce qu'il est question d'indicible. Le trauma est trauma parce qu'il produit de l'indicible et met en échec le langage et la parole. C'est à cela qu'on le reconnaît. Mais quel est ce silence? Est-ce que ce mot d'indicible, systématiquement employé, n'est pas un mot refuge? Ne masque-t-il pas également une forme d'impossibilité de l'écoute qui serait aussi la trace d'une omerta? À nous d'essayer de comprendre un peu mieux cet indicible lié à l'écrasement du consentement et à sa négation. Quels sont les effets secondaires du silence qui opère au sein des violences de l'intime? Le silence des victimes n'est pas le silence de l'analyse. Il n'est pas le silence de la construction, le silence qui peut précéder la créativité, la rencontre, la prière. Non, il est le silence de la destruction, de la déliaison et des lambeaux. En cela, il est cliniquement une bombe à retardement, cause d'une symptomatologie foisonnante, virulente, en miroir de la violence subie et du vol des corps. Qui ne dit mot pense, qui ne dit mot subit, qui ne dit mot se désagrège, qui ne dit mot se dissocie. Et que ce soit dans une lente disparition subjective ou une explosion littéraire, il y a le plus souvent une traduction corrosive des faits anciens. Ne pas avoir consenti, n'avoir senti que la destruction, hante toute une vie. Le premier élément que les incesteurs avancent pour justifier du silence et de la non-protestation de l'enfant est son désir. J'entends ce désir que l'enfant ignore, ce consentement abject qu'on leur suppose. Ce désir à leurs yeux évident de petits séducteurs aguicheurs. Cela explique, selon eux, le calme qui règne au moment des abus. Un silence de mort dans l'esprit de l'enfant, dans ce moment où pour lui le ciel brûle. Voici ce tour de passe-passe pervers. L'autre voulait, mais ne savait pas. Je vais vous lire quelques lignes de Camille Laurence dans Filles. Le tonton Félix boit son café tranquillement, se verse une goutte de gnôle dedans, de la main gauche, tandis que la droite fourrage dans son short à elle, comme si c'était sa poche. Les grands ne font pas attention à lui. Il la dévisage, elle, petite vicieuse, disent leurs yeux.
C'est ainsi que Camille Laurence décrit donc dans Fille les regards dont elle fut l'objet à 10 ans. Pareil miroir destructeur se retrouve chez Sophie Chauveau dans son admirable livre « La fabrique des pervers ». Je vous la lis. « Je t'ai choisi, toi, parce que ta sœur est froide, alors que toi tu étais chaude et ardente. » Le désir d'une pratique sexuelle est ainsi supposé aux enfants. Une mauvaise lecture de la psychanalyse y aura inventé sur ce point une légitimité. Pourtant, la volonté d'abuser des enfants n'a besoin d'aucune attache théorique solide. Elle cache simplement une volonté d'emprise sur des corps dont les hommes se sentent les propriétaires et n'attendent en vérité aucun consentement. L'ancien rituel grec de l'exposition nous en donne une des premières figurations civilisationnelles. Pour reprendre Sophie Chauveau, l'incarnation de l'autorité devant la fragilité en personne et qui ne sait rien encore. La question du consentement est balayée, annulée, ridiculisée. On imaginera que l'enfant a du désir parce que l'incesteur en a décidé ainsi, pour que son fantasme soit complet. Plus symétrique, soutenant ainsi le célèbre discours de l'initiation, très souvent utilisé. Le masque d'Eros est bien commode, cet amour fou qui va relier un adulte à un enfant. Et pour cela, je vais vous lire quelques lignes de Triste Tigre de Neige Chino. Il disait qu'il m'aimait. Il disait que c'était pouvoir exprimer cet amour qu'il me faisait ce qu'il me faisait. Il disait que son souhait le plus cher était que je l'aime en retour. Il disait que s'il avait commencé à s'approcher de moi de cette manière, à me toucher, à me caresser, c'est parce qu'il avait besoin d'un contact plus étroit avec moi, parce que je refusais de me montrer plus douce, parce que je ne lui disais pas que je l'aimais. En réalité, pour le dire avec Denis Mukwege, le viol est un acte délibéré issu du mépris des femmes. L'origine est là. Mépris des femmes autant que des enfants. Ce mépris s'imprimera dans la conscience de chaque enfant comme un déni d'humanisation, une soustraction et un saccage de la subjectivité. De ce silence, au lieu de la reconnaissance, naîtront d'autres mouvements violents du sujet contre lui-même, et pour se sentir exister. Noyé ou restreint de son corps dans des troubles du comportement alimentaire, se mutiler, se brûler dans des mouvements de dissociation pour se rappeler à l'être quand la mémoire ressurgit et sort de son gel, se mettre en danger pour redonner du prix à l'existence par des conduites à risque, consommer des toxiques ou de se prostituer, l'un n'excluant pas l'autre. Faute de soleil, sache mûrir dans la glace, nous demande Henri Michaud. Oui, mais à quel prix quand le dégel traumatique arrive, quand le viol du consentement prend toute sa place dans la conscience de nos patients. Avant les moments de résurgence traumatique, de révélation, le silence des enfants abusés s'organise autour de plusieurs noyaux. Le premier noyau est celui de la loyauté à l'agresseur, qui en même temps a tissé une toile de terreur. Le deuxième noyau est lié au lien que l'enfant fait entre le secret, le sacré et les injonctions au silence. Les enfants gardent et garderont le silence si on ne les entend pas tout de suite, si on ne s'entraîne pas à les écouter vite. Ils le gardent comme on leur demande, au point qu'ils s'y enferment eux-mêmes. Ils en deviennent les gardiens, quoi qu'il en coûte, et le plus souvent au prix de leur intégrité psychique, tant les effets de sidération sont massifs lorsqu'il y va du non-consentement. Que garde-t-on quand on garde le silence ? Dans cette expression « garder le silence », on entend l'effort, la tension, pour qu'il ne remue pas, pour qu'il ne se transforme pas. Terreur du gardiennage. Mais le plus souvent, à l'adolescence ou lors d'une rencontre amoureuse forte, où il est précisément question de se donner à l'autre, les rapts dont l'enfant fut l'objet font obstacle à l'expression libre de l'adulte, à l'expression libre de son désir. C'est à ce moment que les symptômes explosent, superposant les temporalités, condamnant le désir à se mutiler et à s'entraver. L'amnésie, comme un silence des images, pointe le travail du négatif qui permet au psychisme de survivre entre les abus. Mais lorsque l'amnésie cesse, il faut vivre avec les souvenirs, le savoir et les différents corps qui sont les leurs, celui qui désire et celui qui a été abusé. La sortie du pur travail du négatif, lorsqu'il se passe en thérapie, que les enfants ne se taisent plus et expriment comme ils le peuvent les outrages entre la terreur des conséquences et les bordures de l'indicible,
sont pour les cliniciens aussi un moment d'épreuve. D'abord, par le récit dont nous sommes les témoins et les responsables, par le rôle crucial d'énonciateur, comme le rappelle le juge Durand, que nous devons prendre à ce moment-là. Mais épreuve aussi par les phases aiguës que le plus souvent cela augure. Dans ces moments éthiques où nous devons respecter le rythme d'un récit qui se déprend avec douleur du silence et de la honte d'avoir été dégradé, nous devons aménager une place à la pudeur, là où elle fut niée. Nous devons créer un nouvel abri pour la parole, là où elle fut refusée et humiliée. Au même moment, et en contrepoint des consultations, le corps, lui aussi, va sortir du silence. Ce qui a été pris à l'enfant doit se rejouer autrement, mais toujours avec un quotient de violence à maintenir. Il n'y a pas de résolution harmonieuse des événements traumatiques. Il y a au contraire la nécessité de projeter hors de soi la destruction. C'est depuis cette phase clinique que nous pouvons comprendre ce qu'implique le fait de ne pas avoir consenti. C'est en ce lieu que l'on peut voir, sentir, entendre ce qu'est et ce qu'a été une liberté détournée. La liberté n'est pas un concept abstrait, elle se vit, s'éprouve, et sa suppression dans la domination sexuelle et perverse se déploie à un moment. Le silence se transforme alors en montagne, en abandon, en désertion et parfois dans la mise en risque du lien thérapeutique. À nous, cliniciens, de tenir dans cet équilibre précaire en ne perdant pas de vue qu'il s'agit d'un silence et d'une amnésie transformée. J'entends par là que cette transformation ne peut pas avoir lieu sans bruit et sans casse, que lorsqu'on ne garde plus le silence, son échappée est une métamorphose, mais certainement jamais entière. Le silence gardera toujours un peu la main, à nous d'en respecter le voile, à nous d'y consentir. Je vous remercie.